Alors, je m'appelle Magali Bossy, je suis thésarde en lettres ici à Genève, en littérature française, et puis je travaille au sein de La Pépinière, qui est une association qu'on a cofondée avec deux amis il y a 3 ans. Et au sein de La Pépinière, moi je suis responsable de la section littérature. Donc ça implique de la critique d'ouvrages, mais aussi de la publication de textes de création, quel que soit le genre, quel que soit le format. Et puis en parallèle de ça, je suis aussi autrice, donc j'écris pour moi, je publie, et également musicienne, je joue de l'accordéon, un petit peu à la Yvette Horner, mais avec des styles un peu plus différents. Voilà. Alors c'est un vaste sujet, La Pépinière, on a fondé ça il y a 3 ans, et en gros notre idée c'était qu'on était 3 amis. On finissait nos études en lettres, dans différents domaines, moi en français, un autre en littérature comparée, une troisième en allemand. Et puis on s'est dit, mais c'est dommage, ce qu'on apprend à l'université, ça ne sert à rien dans la vie de tous les jours, pour la faire courte. Et nous, on a eu envie de développer un média qui puisse être un média numérique, entièrement numérique pour l'instant, qui puisse être un média bénévole, qui fonctionne sur un mode associatif, et qui puisse nous permettre d'utiliser en fait toutes les compétences qu'on a acquises pendant nos études, nos compétences de critique, nos compétences d'analyse de texte, pour pouvoir les partager avec le grand public. Donc, par exemple, d'aller voir des pièces, de lire des livres, d'aller voir des films, et d'utiliser des outils critiques pour décrire et commenter ce qu'on voit, donner notre avis personnel, mais aussi dire aux gens mais c'est pas parce que vous n'êtes pas des littéraires que vous pouvez pas comprendre ce qu'on fait. Donc il y a tout un travail de vulgarisation, et c'est ce qu'on essaye de faire en fait depuis 3 ans. Ça découle d'expériences de journalisme qu'on avait eues au sein de l'université, notamment dans des rédactions de journaux étudiants. Donc c'était un bon moyen de voir qu'est-ce qu'on pouvait exporter de ce monde académique qui est des fois fermé et qu'on oublie un peu quand on n'est plus étudiant, et qu'est-ce qu'on pouvait partager avec le public. Alors je pense qu'on répond à plusieurs besoins. Déjà, on répond à un besoin de curiosité, je pense. Nous, ce qu'on dit aux gens, aux lectrices et aux lecteurs, quel que soit leur âge, quel que soit leur milieu socio-économique, leur formation, c'est qu'il faut être curieuse et curieux, et que c'est super important pour faire vivre la culture, que les gens soient curieux en fait. Parce que c'est comme ça qu'on va se dire, bah tiens, je vais aller voir cette pièce, je vais jamais au théâtre, mais je vais essayer de pousser la porte d'une salle de spectacle, je vais ouvrir ce livre dont le titre me dit rien, et c'est un petit peu ça qu'on défend. Donc à mon avis, on répond vraiment à un besoin de curiosité, on peut y répondre ou le faire naître, et puis après, on répond peut-être aussi à une envie de découverte et de vulgarisation. Donc c'est différentes choses qu'on essaye de développer, et aussi une envie de création en fait. Je pense qu'on accueille aussi des textes de gens qui sont créatifs, et de tous les âges, des enfants, des ados, des grands-parents, des jeunes adultes qui ne trouvent pas forcément d'éditeur ou qui n'ont même pas envie de trouver d'un éditeur, mais qui chez nous pourront héberger leurs textes sur le net s'ils en ont envie et le faire découvrir à d'autres. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Alors déjà, on est entièrement numérique. Alors il y a des médias traditionnels qui le sont, mais nous on a fait le choix pour l'instant d'être entièrement numérique et entièrement gratuit parce qu'on fonctionne bénévolement sur le mode associatif, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il faut concilier ça avec d'autres occupations professionnelles. Mais surtout, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait un petit peu ce qu'on pourrait appeler du slow journalisme, c'est-à-dire qu'on prend le temps en fait de creuser nos sujets, on prend le temps d'aller rencontrer les gens, d'aller rencontrer les auteurs, les éditeurs, les metteurs en scène, les acteurs, les actrices, tous ces acteurs de la culture. On prend le temps de s'intéresser à ce qu'ils font, et comme on n'est pas, c'est nous qui créons notre propre ligne éditoriale en fait, on n'est pas dicté par un calendrier, on n'est pas dicté par un besoin de faire des chiffres ou d'avoir tel nombre de lectorats par exemple, mais on peut vraiment faire ce qu'on veut au rythme qu'on le veut. Donc si tout d'un coup on a un projet qui prend plus de temps, parce que pour une critique on va peut-être aller voir le spectacle, mais après on aura peut-être envie de rencontrer la troupe, et ben on peut le faire en fait. Ce qui nous permet de dégager beaucoup de place en fait pour cette activité de critique, et de pas juste avoir un entrefilet, parce que souvent dans la presse traditionnelle, même si je ne sais pas tellement ce que veut dire ce terme, eh ben, on n'a pas vraiment d'espace, on n'a plus d'espace critique, alors que c'était quelque chose qu'on trouvait beaucoup au début du XXe siècle par exemple. Donc nous, si on a envie de faire un papier en 3 parties sur le même bouquin pour creuser et vraiment donner une analyse fournie qui soit vulgarisée, on peut le faire. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on se différencie. Ça, et aussi le fait qu'on est critique, ok, mais notre but, c'est pas de descendre quelqu'un si on n'aime pas l'œuvre. Ça arrive qu'on fasse des critiques négatives. La plupart du temps, on est plutôt bon public et bon lecteur, donc c'est plutôt positif, mais on n'a pas de... Disons qu'on ne va pas chercher à descendre une œuvre ou une personne parce que ça ne nous a pas plu, mais plutôt d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne nous a pas plu,
et d'argumenter en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait réfléchir pour améliorer l'œuvre et pour que ce soit utile à l'artiste qui va recevoir la critique. Parce que quand il la lira, il n'a peut-être pas juste envie qu'on dise « votre travail c'est de la merde », mais qu'on lui dise « ah ouais, ça m'a dérangé parce que… » et qu'on puisse entrer en relation et en discussion en fait. Et c'est un petit peu ça ce qu'on essaie de faire et je pense que c'est ce qui nous différencie beaucoup. Alors c'est surtout au coup de cœur en fait. Souvent on va être, moi je vais en librairie, souvent dans des librairies indépendantes, je vais être attirée par le titre d'un ouvrage, la couverture, rarement le nom de l'autrice ou de l'auteur parce que j'ai une très mauvaise mémoire des noms, le résumé, et puis après on choisit un peu comme ça au coup de cœur. Pour les pièces de théâtre c'est un petit peu pareil et on fait aussi de la critique de film, c'est la même chose, mais en parallèle on est partenaire avec des théâtres de la place, des éditeurs de Romandie et puis des cinémas. Et du coup là on reçoit des demandes, justement on reçoit des dossiers de presse, on peut aller en vision de presse pour les films, et puis là on suit un petit peu l'actualité et pour les théâtres on essaye par exemple de couvrir le maximum de pièces qu'on peut. Alors c'est des fois difficile parce qu'on n'est pas non plus une énorme équipe, même si on a des rédactrices et rédacteurs externes, mais ça permet de parler de chaque théâtre et de voir les spécificités de chacun, et pour les éditeurs c'est pareil. Des fois on va nous envoyer des livres en service presse, on se dit ok ça me parle, d'autres fois on va dire cet ouvrage me parle un peu moins donc je vais peut-être pas en parler ou juste faire une news sur les réseaux sociaux, et puis on est comme ça en relation avec tout un écosystème en fait. Alors c'est un peu un nom qu'on a trouvé un peu poétique et puis c'était bien dans l'air du temps. En fait, à la naissance de la pépinière, on cherchait un concept un peu, parce qu'on ne voulait pas juste s'appeler site qui fait de la critique de livres et de théâtre, c'était pas très vendeur. Et du coup, on s'est dit, on a cherché des phrases qui nous parlaient. Et une qui nous parlait bien, c'était une phrase de Voltaire dans Candide. Candide, ça se termine après plein de péripéties sur « il faut cultiver son jardin ». Et j'ai toujours beaucoup aimé cette phrase, peut-être parce que j'ai un jardin. Et du coup, on s'est dit, mais si on inverse les termes, et si on dit, il faut jardiner sa culture, qu'est-ce que ça donne? Et à partir de là, on a eu l'idée, parce que la pépinière, c'était déjà un nom qu'on avait, et on s'est dit, mais la culture, c'est vraiment quelque chose on dit il faut se cultiver, donc être cultivé c'est avoir de la culture, mais c'est aussi cultiver concrètement des plantes en fait. Et c'est pour ça que de réflexion en réflexion, on s'est dit mais la culture c'est vraiment comme un écosystème, c'est vraiment une petite biodiversité parce qu'on a besoin de plein d'acteurs. On a besoin de gens qui créent, mais on a besoin de gens qui promeuvent, on a besoin de gens qui accueillent des projets, on a besoin de gens qui investissent, on a besoin de gens qui viennent voir ou lire ou écouter, et on a besoin de gens qui peut-être donnent leur avis de manière plus ou moins éclairée, on ne prétend pas avoir la vérité, et du coup tout ça, ça forme vraiment une biodiversité et à mon avis c'est quelque chose d'hyper important à protéger, surtout actuellement on a vu que ces 2 dernières années avec la pandémie c'est très difficile pour les artistes, moi je l'ai vu en tant que musicienne et autrice, et du coup il faut vraiment à mon avis avoir conscience que c'est fragile, que c'est précieux et que du coup on doit le protéger et qu'il ne peut pas se développer sans l'apport d'un de ses membres en fait. C'est un petit peu l'idée derrière. On trouve beaucoup de choses, on a des pôles très diversifiés, on a des pôles très littérature classique parce que voilà, je fais une thèse donc j'ai des auteurs très classiques, beaucoup d'auteurs suisses contemporains. Il y a un gros pôle parce que je suis un peu geek, science-fiction et fantasy. Moi je suis la génération Harry Potter, donc du coup j'ai grandi avec ce héros. Je lisais déjà beaucoup avant mais c'est vraiment une série qui m'a permis de découvrir un pan de la littérature, la fantasy que je connaissais assez peu, et le fantastique puis toutes ses ramifications parce que c'est super large. Donc on va trouver des auteurs comme, je sais pas, par exemple Tolkien qui voisine avec Proust, qui fait des petits avec Terry Pratchett, et puis il y a Asimov qui boit des verres avec. Puis des auteurs femmes aussi évidemment. Et en ce moment je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est dystopie, utopie et uchronie parce que je trouve que c'est des genres, des styles qui permettent de penser en fait ce qu'on est un petit peu en train de vivre. Donc ça dépend un peu des moments, ça dépend de mon humeur, de sur quoi je travaille et puis un peu de l'actualité du monde en fait. Alors pour la suite, on aimerait consolider ce qu'on a déjà, donc tout ce qui est critique de livres, de théâtre et de films. Et puis on aimerait développer ce qu'on a mis en place pendant la pandémie. Pendant la pandémie, on a développé des projets d'écriture collaborative. Donc l'idée c'est de réunir une cohorte d'auteurs et d'autrices amateurs, que ce soit des amis, des gens de la famille, des gens qu'on croise par hasard, et puis de leur faire écrire un texte en commun en fait. Un peu à la manière d'un cadavre exquis, donc chacun écrit un chapitre et fait évoluer l'histoire en fonction des chapitres précédents en fait. Donc là on en est à notre 3e. On vient de finir le 3e, c'était un polar genevois.
Et on va commencer le 4e cet automne, et il commencera à être publié en feuilleton à partir de janvier. Donc ça, c'est pour l'écriture collaborative. Et en parallèle, on propose aussi des défis d'écriture, ça s'appelle l'écriture qui pousse. Et puis là, on propose des thèmes, que ce soit des thèmes formels, des idées de mots à placer, et on dit aux gens, écrivez un court texte, envoyez-le nous si vous voulez qu'on le publie, si vous voulez pas, c'est pas grave, mais écrivez, soyez curieux, faites jouer votre imagination et marrez-vous surtout, amusez-vous. Donc ça, on aimerait bien continuer. Et puis, on aimerait lancer des partenariats avec certaines bibliothèques ou certaines communes pour essayer de faire des ateliers de critique, pour montrer au grand public qu'en fait, critique, c'est pas juste une posture un peu en surplomb dans sa tour d'ivoire, mais que c'est vraiment quelque chose que n'importe qui peut développer, même si on n'a pas de jargon, même si on n'est pas littéraire, même si on n'a pas une culture classique très attendue, c'est pas un problème, on peut apprendre et ça aide à se faire sa propre opinion en fait, et à pas juste être consommateur, mais à être acteur aussi de cette culture qui est diversifiée. Alors je pense que le titre, ce serait « Les tribulations d'une poule à Genève ». Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ce livre raconte les folles aventures d'une poule et d'un coq qui ne s'entendent pas du tout et qui se retrouvent à Genève à l'époque des Burgondes, donc entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, si je ne me trompe pas au niveau des dates, et qui vont découvrir Genève comme vous ne l'avez jamais vu et comme vous ne l'avez jamais lu. Et du coup, il va leur arriver plein de trucs à ces deux gallinacés. Ils vont se faire courser par des chiens, ils vont découvrir plein de choses archéologiques. Et puis le but du jeu de ce livre, c'est de présenter en fait la Genève archéologique, notamment ce qui se passe sous la cathédrale Saint-Pierre. Et ces animaux vont nous servir de guide en fait. Et c'est plutôt assez fun de se laisser guider par une poule et un coq dans Genève et de remonter le temps avec eux. Alors c'est un livre qui fait partie d'une collection que j'aime beaucoup, qui est une collection qui tend à valoriser en fait le patrimoine archéologique suisse, donc de toute la Suisse, que ce soit en Romandie, en Suisse alémanique ou au Tessin. Et ça valorise ce patrimoine, ça le vulgarise, mais pas pour n'importe quel public, c'est centré sur les enfants en fait, c'est pour le jeune public, c'est de la littérature jeunesse. Et le but du jeu dans cette série, c'est de dire aux enfants que le patrimoine archéologique, il existe en Suisse, que c'est pas quelque chose de compliqué et qu'on peut s'y intéresser, que ça peut être super drôle et qu'on peut par exemple aller chasser les dinos dans le Jura, rencontrer les Burgondes à Genève et puis aller vivre avec les lacustres à Neuchâtel par exemple. Donc c'est une série que j'aime bien pour ça parce qu'elle est colorée, elle est drôle et elle parle bien aux petits, quoi. Alors si je devais publier quelqu'un, j'ai pas de nom qui me vient, mais je pense que je publierais des gens qui ont envie de partager en fait leur monde intérieur avec d'autres. Je publierais des gens qui aiment raconter des histoires et qui racontent pas des histoires parce que c'est vendeur ou parce que ça peut leur apporter quelque chose, mais parce qu'ils ont envie de rentrer en relation avec une autre personne et de construire quelque chose. C'est mon côté un peu idéaliste. Donc je publierai pas quelqu'un par rapport à son nom ou sa profession ou même sa formation, mais plutôt par rapport à ce qu'il peut apporter à autrui en fait. C'est compliqué comme question. Alors je pense que j'aimerais bien la Joconde. Mais j'ai pas encore trouvé comment rentrer au Louvre pour aller la piquer, parce que j'arrête pas de me demander qu'est-ce qu'il y a derrière son putain de sourire et pourquoi elle a les bras croisés, donc ça me ferait rire. Sinon, d'une œuvre plus proche, j'aimerais beaucoup que l'homme qui partage ma vie fasse un tableau un jour, parce qu'il dessine très mal, mais ça me ferait vraiment beaucoup rire de pouvoir exposer une de ses œuvres. Il est champion en bonhomme bâton, donc ça me plairait bien. Pour moi, le bonheur, c'est quelque chose que tu emportes avec toi, dans ton sac en fait. Et du coup, il y a un auteur que j'aime bien, c'est Nicolas Bouvier. Et dans tous les livres que j'ai lus de lui, quand il voyage dans le monde entier, que ce soit au Japon, au Sri Lanka, en Inde, dans les Balkans, je trouve que c'est un auteur qui arrive à emmener son petit bonheur avec lui dans son sac littéraire et à nous le faire partager. Et du coup, à mon avis, tu peux être heureux à Genève comme tu peux être heureux à l'autre bout du monde. Après, il y a des situations difficiles, évidemment, mais le bonheur, c'est avant tout quelque chose, à mon avis, qui se construit à l'intérieur. Donc, peu importe un peu la ville où on se trouve, même si j'ai une grosse affection pour Genève, vu que c'est la ville où je suis née, mais j'aime bien cette image de bonheur dans un petit sac qu'on prend avec soi.